Nous allons maintenant accueillir Jean-Paul Demoule. Vous pouvez rester ici, hein, c'est comme vous. Jean-Paul Demoule qui est professeur émérite de proto-histoire européenne à l'université Paris 1, qui a été membre senior de l'Institut universitaire de France, qui est à la fois un spécialiste de ce qui est indiqué par la titulature de sa chaire à Paris 1, sur laquelle il a publié de très nombreux ouvrages, mais qui s'est aussi illustré en particulier par son extraordinaire investissement dans la mise en place de l'archéologie préventive, avec la création de l'INRAP qu'il a dirigé d'ailleurs, et dans les grands débats sur l'histoire de l'archéologie, la réflexion méthodologique. Là encore, sa bibliographie très riche en témoigne. Peut-être de façon très partielle et partiale, qui tiennent à mes propres intérêts, mais vous retrouverez encore une fois la bibliographie plus générale. J'essaye de parler à peu près de ce que je connais et de ce que j'ai lu. Je retiendrai deux ouvrages. Un ouvrage sur la question de la figure dans l'art du paléolithique à l'âge du fer, qui avait été publié chez Azan il y a maintenant une dizaine d'années. La conférence, si j'ai bien compris, en tout cas c'est ce qu'indique le titre, portera aussi sur ces questions de figuration et sur une période large, voire très très large, à l'échelle de quelqu'un qui est spécialiste de la seconde moitié du XXe siècle. Ce sont évidemment des périodes extrêmement larges, comme celle d'ailleurs de la conférence de Pascal Butterlin et de la plupart des conférences que nous allons entendre aujourd'hui. Et puis, peut-être aussi parce que c'est un ouvrage méthodologiquement très important en termes de réflexion sur l'histoire d'une discipline, l'histoire de la réflexion, ce qui est en tout cas le dernier que j'ai lu, le livre paru en 2014 dans la petite mais tout à fait conséquente collection du Seuil, qui s'appelle « Mais où sont passés les Indo-Européens », qui est ce livre qui déconstruit la façon dont le mythe d'une origine indo-européenne s'est élaboré et dont il continue d'irriguer un certain nombre de représentations, cette question de la représentation étant au cœur de l'ensemble de vos travaux. Merci d'avance et nous nous réjouissons de vous écouter. Merci beaucoup. Merci de cette invitation qui, dans les premiers instants, m'a un peu surpris, puisque je ne suis absolument pas spécialiste d'archéologie orientale. Je n'ai jamais mis les pieds à Babylone. Donc, ça m'a pris effectivement un petit moment de le regarder. Je connaissais la porte d'Ishtar, évidemment, du Pergamon Museum à Berlin, mais c'est à peu près tout. Et puis, c'était effectivement en revisionnant d'un peu plus près les images, les trois animaux que Pascal Butterlin vous avait présenté à l'instant, c'est-à-dire le taureau, lion et dragon, en me remémorant ces thèmes dans les périodes plus anciennes, aussi bien au Proche-Orient qu'en Europe, il m'a semblé qu'effectivement ça avait un sens de s'interroger sur l'histoire de ces figurations. Donc la porte pour mémoire, à gauche avec l'armée américaine. La première question étant effectivement qu'on est dans une ville et que ça pose effectivement la question de l'origine du système urbain, ce qui n'a pas toujours été le cas, bien que l'arrêté ministériel qui définit les programmes pour l'enseignement secondaire stipulait que qu'on commençait le programme d'histoire
avec les grandes civilisations, comme il était dit. C'est-à-dire que ce qui était avant était juste bon pour l'école primaire. Alors, comment on en est arrivé à ces villes? C'est effectivement là le moment le plus radical de l'histoire, de l'histoire humaine, qui a été l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Que vous, non, il ne faut pas non plus appuyer là. Voilà. Le pointeur, ça doit être là, le pointeur. Oui, voilà, le pointeur est là. Mais oui. Les endroits où ont été inventés l'agriculture et l'élevage, il y a entre moins 10 000 et moins 5 000 avant notre ère, c'est-à-dire à partir du moment où on est entré dans l'actuel interglaciaire. Donc, concernant nos régions, l'agriculture et l'élevage apparaît ici, dans cette zone-là, du croissant fertile, et se diffusera à partir de ce foyer, notamment vers l'Europe. Ça commence avec de petits groupes de chasseurs-cueilleurs, qu'on appelle Natoufiens, du nom d'un cours d'eau sur l'actuel territoire israélien, et qui sont absolument comparable à n'importe quel autre groupe de chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique ou de ce qu'on appelle le Mésolithique en Europe ou au Proche-Orient, avec néanmoins des faucilles pour couper le blé et l'orge sauvage, et puis une tendance à la sédentarisation dans des cabanes circulaires, mais également un intérêt pour la question de la sexualité avec ce célèbre couple dit des amoureux trouvés à El Chakri. 1000 ou 2000 ans après, on a déjà des grands villages, comme ici sur la fouille française de Jeff El Armar en Syrie, également au bord de l'Euphrate. On est passé des petites maisons circulaires à des maisons quadrangulaires et à des groupes humains qui ne font plus quelques dizaines d'habitants, mais plusieurs centaines et dans certains cas plusieurs milliers. Et c'est ça qui va mener le néolithique, donc ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, amenant un boom démographique sans précédent. On va passer de quelques centaines de milliers d'êtres humains sur l'ensemble de la surface du globe vers moins 10 000 à la situation actuelle de 6, 7, 8 milliards d'êtres humains, à cause justement et de la sédentarité et de la sécurisation des ressources alimentaires. Les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les 3 ou 4 ans. Les agricultrices dans les sociétés traditionnelles jusqu'au XXe siècle en France auront pratiquement un enfant tous les ans, même si la moitié mourrait avant l'âge d'1 an. Donc ce boom démographique va faire qu'on va arriver à des concentrations qui vont mener à partir de 3500 au Proche-Orient, en Égypte et en Mésopotamie, vers les premières villes du monde. Pourquoi plus là qu'ailleurs ? Parce que ces régions sont aussi des sortes de pièges écologiques. L'Égypte, comme avec la vallée du Nil et la Mésopotamie, sont cernées de déserts, de mer et voire de montagnes, et les populations sont piégées à l'intérieur au fur et à mesure qu'elles vont augmenter. Avec les villes et les États apparaît l'écriture. Des notations abstraites sont présentes déjà il y a 20 ou 30 000 ans sur les parois des grottes, mais leur organisation en écriture va apparaître à ce moment-là, puisqu'on peut se transmettre oralement des prières, des épopées, mais si on veut gérer une économie complexe, savoir qui a payé ses impôts, etc., il faut un système plus élaboré, et une grande partie des premières archives, que ce soit en Mésopotamie ou en Grèce, en Crète, sont des archives comptables. Et cela nous amène donc à de nouvelles formes de représentation et à un système social complètement pyramidal. En Europe, la situation sera différente dans la mesure où l'Europe est un espace tempéré et beaucoup plus ouvert.
où donc si là je représente sur ce schéma sommaire la complexité sociale depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires, et ici vous avez le temps 4000, 2000, 0, plus 1000. Si on prend par exemple région par région, ici l'Europe occidentale atlantique, eh bien il y a des moments de montée, mais régulièrement il y a des moments de redescente de la complexité sociale, parce que si un pouvoir devient trop contraignant, il a tendance à se défaire. Au Proche-Orient, même s'il y a régulièrement des moments de crise, on aura une montée vers l'État et les empires beaucoup plus linéaire et continue. En Europe, hein, au moment où on a ces villes proche-orientales et dans leur déroulement, on a ce qu'on appelle l'âge du bronze à partir de moins 2200, moins 2000, avec où le phénomène urbain ne va apparaître, à part la brève parenthèse de Mycène et de la Crète, ne va apparaître qu'avec les cités-États grecques, italiques, étrusques, etc. Avant cela, les élites résident dans des espèces de petites fermes fortifiées, mais sans aller plus loin. Donc, ceci pour replacer sur une trajectoire historique un peu large cette problème de l'émergence des villes, et donc les trois espèces d'animaux que vous avez vus avec Pascal de Butterlin, donc les lions de la déesse Ishtar, les taureaux et le dragon. Les taureaux, il s'agit souvent au Proche-Orient des taureaux sauvages, ce qu'on appelle les aurochs, hein, dont les derniers ont disparu en Europe au XVIIe siècle dans une réserve polonaise, à la différence des bisons d'Europe qui, eux, ont survécu de manière très minoritaire. Le lion, à cette époque, il n'est pas surprenant qu'il soit présent là. Vous avez en rouge tous les endroits où il y avait les lions à l'état sauvage, vous voyez, y compris les Balkans en Europe, et quelques points d'interrogation pour l'Europe occidentale. En bleu, vous avez les derniers endroits où il reste encore des lions au nombre de quelques dizaines de milliers, et sans doute en voie d'extinction à l'état sauvage. Alors, je vais revenir effectivement très en avant, à partir du moment où on a des figurations, pour essayer de vous montrer que cette association entre le carnivore dangereux, donc l'animal le plus dangereux qui pouvait exister en Europe et au Proche-Orient à l'époque des premières villes, qui est le lion, mais également la figuration du taureau, qu'on va voir qui est le plus grand animal, le plus grand mammifère, le plus grand animal vivant qui existait aussi bien au Proche-Orient qu'en Europe. Donc l'animal le plus grand et l'animal le plus dangereux. Et il s'agit là parmi les trois plus anciennes figurations datées entre 30 000 et 35 000 ans dans le Jura souabe, dans le sud de l'Allemagne et l'Autriche. Et vous voyez que ce qui va polariser la représentation, c'est les animaux sauvages et les femmes nues au caractère sexuel exagéré. Pourquoi cette polarisation, justement, notamment sur les représentations de femmes nues avec ce type de caractère sexuel? Sans doute parce qu'on parle classiquement de fécondité, fertilité, mais on peut parler aussi de sexualité dans la mesure où les humains sont les seuls primates, les seuls mammifères où la sexualité n'est pas interrompue biologiquement par des moments de stase, ou chez les autres primates, les femelles ne sont pas réceptives pendant une bonne partie du cycle. Chez les humains, on peut effectivement faire l'amour tout le temps, si on en a envie. Ça présente des avantages, mais aussi une situation de tension sociale constante qu'on peut vivre jusqu'à nos jours. Mais si on prend les plus anciens textes connus pour l'Europe, l'Iliade commence par une infraction sexuelle, l'enlèvement d'Hélène par Paris.
est pleine des affrontements entre Achille et Agamemnon sur la possession de captives, évoque sans arrêt les enlèvements de femmes pendant la guerre de Troie, et les Grecs vont représenter prioritairement, parmi les figurations prioritaires, il y a le combat contre les Amazones, ces femmes qui veulent se passer des hommes, ou les centaures qui essaient d'enlever les femmes des lapides. Donc ces questions des infractions sexuelles, qui sont d'ailleurs au cœur de la plupart des religions, vont être centrales en Europe dès qu'on a des textes. Donc on peut, sans trop d'exagération, se représenter qu'elles sont effectivement de fait au cœur des premières interrogations. Et ça ne sera pas toujours le cas à partir du moment où on voit apparaître des sociétés hiérarchisées et guerrières. C'est la représentation de guerriers en armes, de chefs en armes qui, en Europe comme au Proche-Orient, va passer à l'avant-poste. Alors ces lions, vous les avez aussi dans les peintures rupestres les plus anciennes connues en Europe, la grotte Chauvet. C'est le lion des cavernes qui, en principe, n'avait pas de crinière. Et vous les avez aussi représentés sur ces différentes petites statuettes. Celle que j'avais montrée avant, donc vous avez vu, le bas du corps est humain et probablement féminin. Donc l'interrogation sur la relation carnivore dangereux et féminité, elle apparaît, elle est nette également ici, toujours dans la grotte Chauvet. Vous avez une espèce de pendant naturel de la paroi que les archéologues ont appelé, faute de mieux, pendant du sorcier, avec la seule représentation humaine de toute la grotte, qui est un bas-ventre féminin et le haut des cuisses, avec superposé un bison, donc l'autre bovidé en même temps que le roc, et puis un lion ou une lionne. Donc ces représentations qui sont bien connues, qu'on a appelées classiquement Vénus pour les rendre plus présentables. Et ce que a bien montré André Leroi-Gourhan, c'est qu'elles étaient elles répondaient à un code de construction extrêmement rigoureux. Donc c'est pas une fantaisie à chaque fois de quelqu'un qui veut représenter quelqu'un d'autre, mais il s'agit beaucoup plus d'un langage codé, ce qui va dans le sens que ces représentations de la femme sont une manière, on peut pas aller plus loin dans l'hypothèse, mais sont une manière de penser la sexualité, et probablement de la penser d'un point de vue masculin. D'autres illustrations sont ces cas qu'on trouve dans plusieurs grottes où les replis calcaires de la paroi ont été enduits d'ocre rouge pour donner l'apparence, là aussi, d'un sexe féminin. Alors, les représentations de taureaux sont un peu plus récentes. Là, on était vers 30-35 000. Là, on est Lascaux vers 17 000. Et c'est là que la thématique qu'a analysé encore André Leroi-Gourhan, c'est l'opposition taureau-cheval, en supposant que les taureaux sont plutôt liés au principe féminin de par les représentations de sexe masculin ou féminin stylisées, et les chevaux plutôt associés au principe masculin, mais c'est la grande dualité à cette époque. Et là, une des très rares scènes représentatives de l'art paléolithique, un bison qui charge un homme, puisque le sexe était indiqué, et en même temps on pense qu'il est en train de perdre ses entrailles. Bien, donc ça c'était les premières préoccupations qu'on peut sentir à l'époque des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, et où il semble bien que justement des thèmes comme la femme, le grand carnivore et le taureau sont présentes de manière privilégiée, de manière centrale. Je passe donc à l'invention du néolithique, de l'agriculture et de l'élevage, avec
quelques exemples d'abord au Proche-Orient. Un des sites les plus remarquables, fouillé à partir des années 90 par une équipe allemande, Göbekli Tepe en Turquie, près de la ville d'Urfa, là, et près de la frontière syrienne, qui se présente ici. Je vous le montre d'abord sous les reconstitutions parce que c'est plus clair. Donc des constructions circulaires d'à peu près une vingtaine de mètres de diamètre en pierre sèche, dans lesquelles sont fichées perpendiculairement des stèles qui portent des bas-reliefs d'animaux, et à chaque fois au milieu on a une sorte de couple de deux stèles un peu plus grandes. Ça fait les petites stèles, si j'ose dire, font 3 mètres, et les grandes à peu près 5 mètres. On a fouillé 4 de ces constructions, mais il y en a à peu près une vingtaine. Voilà ce que ça donne en réalité. Donc assez complexe à fouiller, d'autant plus que le fouilleur allemand Klaus Schmidt est décédé récemment, et que les Turcs aimeraient bien reprendre cette fouille qui est souvent présentée comme les premiers temples de l'histoire humaine, si on met de côté les sanctuaires paléolithiques dans les grottes. Et donc ces différentes stèles portent des animaux qui sont essentiellement des animaux sauvages, et plutôt des animaux dangereux et agressifs comme des lions et des sangliers, même s'il y a d'autres types, et à chaque fois que c'est identifiable des animaux mâles, hein, comme on peut le voir là pour ce lion. Autre site très connu et un peu plus récent, puisqu'on était vers 9005, maintenant on est vers 6500, le site de Çatalhöyük, également au sud de la Turquie, dans la plaine de Konya, où le thème privilégié, c'est des crânes de taureaux. Donc on récupère le crâne lui-même et on modèle un mufle en argile au-dessus du taureau. Il y a également cette espèce de bas-relief sur lequel il y a débat, parce que les uns l'interprètent comme une femme en train d'accoucher et d'autres comme une peau de léopard. Donc c'est pas exactement la même chose, mais la science est faite de débats. Voilà une autre reconstitution de Çatalhöyük qui vous montre ces têtes de taureaux. Là, donc l'importance du taureau dès ces époques anciennes. Là également une représentation sur le mur. Il y a des représentations qui montrent le taureau en train d'être chassé et qui sont donc toujours des taureaux sauvages. Cela dit, c'est au Proche-Orient que seront domestiqués les bovidés, hein, le néolithique proche-oriental. À part le blé et l'orge, et puis le chien qui est domestiqué à partir du loup dès les plus anciennes, dès les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ce qui est domestiqué, c'est moutons, chèvres, porcs et bœufs. Et ces bœufs sauvages seront domestiqués au Proche-Orient, et ceux qu'on trouve ensuite en Europe viennent tous, comme l'ont montré les analyses génétiques, viennent tous du Proche-Orient. Les aurochs sauvages, eux, mourront, j'ose pas dire de leur belle mort, mais ils mourront tués par les Européens. Également à Çatalhöyük, cette statuette très connue qui représente une femme assise entre 2 jaguars, donc une sorte de maîtresse des animaux, où vous avez toujours cette même association avec un débat aussi, parce que pour savoir si cette protubérance est un nourrisson en train de sortir, donc si c'est une scène d'accouchement ou non, puisque là encore il y a débat. Le néolithique qu'on trouvera ensuite dans l'ensemble de l'Europe s'inspirera du néolithique proche-oriental, mais avec des sociétés qui seront en général plus simples, mais où on aura toujours dans la première partie du néolithique, en très grande majorité, des représentations féminines, et des représentations féminines au caractère sexuel exagéré. Cet art plastique du néolithique, au fur et à mesure que la colonisation s'étend vers l'ouest, va se simplifier, même presque disparaître. Mais néanmoins, on a trouvé en Normandie, il y a une dizaine d'années, une représentation de taureaux mâles. Enfin, les organes génitaux, on ne les voit pas d'ici, mais sont nettement indiqués, qui est creux et qui fait une trentaine de centimètres. Et c'est le seul
de son espèce. Donc ce thème du taureau va se perpétuer donc jusque sur les rives de l'Atlantique. C'est pour ça que notre défunt collègue Jacques Cauvin avait remarqué que lorsque l'agriculture apparaît, il y a deux manifestations non utilitaires qu'on remarque. Cette majorité de statuettes féminines, d'une part, nues et aux traits sexuels marqués, et d'autre part, des manipulations d'ossements de taureau, des relations avec le taureau. Et il faisait remarquer que, comme on a vu juste avant, après, les couples de dieux qu'on trouvera à partir du moment où on a des textes aux époques historiques au Proche-Orient, vont être la femme d'une part, la féminité, et d'autre part le principe mâle, souvent représenté comme un taureau. Alors Cauvin allait plus loin parce qu'il pensait que il y aurait d'abord une sorte de ce qu'il appelait une révolution des symboles qui aurait précédé l'apparition du néolithique, et qui aurait précédé cette prise de contrôle sur la nature. Et là aussi, comme précédemment, il y a également débat. Alors si je descends dans le temps, effectivement, comme je vous le rappelle, voilà le dieu Hadad, le dieu du tonnerre, souvent qui peut porter des cornes ici et associé là à un taureau, sur lequel je ne me permettrai pas de disserter vu mon incompétence en matière de religion orientale, mais qui du moins va donner le récit du veau d'or dans la Bible, hein, quand les Hébreux commencent à être monothéistes, et où par dérision on va parler du culte du veau d'or par les païens, mais qui est simplement l'expression justement de cette importance du taureau dans les représentations orientales. Et d'ailleurs, quand on fouille dans le territoire censé être occupé par les Hébreux, on trouve dans les maisons qui ont été fouillées notamment par les archéologues israéliens, on trouve aussi bien des statuettes de taureaux que des statuettes de femmes nues. Donc le monothéisme, c'est pas imposé de lui-même, et une des théories sur le monothéisme des Hébreux est qu'il a été influencé justement par leur contact avec les Perses et le zoroastrisme. Ce thème majeur du taureau, on le retrouve ensuite en Crète, aussi bien dans les représentations là, de taureaux, de cornes de taureaux, de scènes de tauromachie sur les palais crétois, au deuxième millénaire avant notre ère, et dans un certain nombre de mythes grecs, comme Europe, des princesses proche-orientales qui est séduite par Zeus, qui s'est transformée en taureau. Elle va monter sur le taureau et Zeus l'emmène jusqu'en Crète, où ensuite il s'accouplera avec elle. Donc représentation originelle en Grèce et représentation plus moderne ici. De même, toujours le mythe en Crète, Pasiphae, qui descend justement d'ailleurs de cette union, tombe amoureuse d'un taureau, et Dédale, habile ingénieur, va fabriquer une fausse vache dans laquelle Pasiphae se logera pour pouvoir s'accoupler avec le taureau en question, et ça donnera un monstre, donc le Minotaure, qui sera lui-même tué par Thésée, et c'est un des mythes aux origines d'Athènes, la ville d'Athènes. Parallèlement, en Grèce, on trouve toujours ce thème de la maîtresse des animaux qu'on a vu tout à l'heure à Châtellerault avec la femme et les deux jaguars. Maîtresse des animaux, Potnia Térone, dans le texte homérique, c'est un des noms de la déesse Artémis, qui est déesse de la chasse, maîtresse des animaux, ici des lions, et qui est en principe aussi une déesse vierge. Voilà d'autres thèmes sur des vases grecs, toujours de cette maîtresse des animaux, maîtresse en particulier des carnivores, des lions.
Et si on descend encore un peu plus le temps, si on arrive chez les Celtes, l'objet majeur de la mythologie celtique, c'est un chaudron en argent qui a été découvert dans une tourbière au Danemark, qui représente des scènes extrêmement complexes et qu'on a beaucoup de mal à interpréter, et que je ne détaillerai pas parce que ça nous éloignerait. Mais ce qui est intéressant, c'est que néanmoins le fond interne de ce récipient, donc le thème majeur, est la représentation centrale d'un taureau. Alors, pour en terminer, je vais juste évoquer des périodes plus récentes pour vous montrer néanmoins qu'on se débarrasse néanmoins pas si facilement de ces thématiques, puisque avec le christianisme, comme vous savez, il y a 4 évangélistes, dont 2 sont Marc le lion et Luc le taureau. S'ajoute Jean l'aigle, avec ici j'ai pris un manuel un peu naïf de catéchisme qui essaie laborieusement d'expliquer pourquoi ces animaux et pourquoi pas d'autres, sachant qu'effectivement c'est en même temps les animaux, comme on l'a vu, les animaux les plus redoutables. Et ce que vous allez retrouver après, ils peuvent être représentés là comme la cathédrale Saint-Trophime à Arles, qui est classée au patrimoine de l'humanité. Vous allez retrouver ces représentations du lion, du taureau, l'aigle et l'homme, en ce qui concerne Matthieu, autour du Christ et au-dessus des 12 apôtres. C'est sans doute pas un hasard si un certain nombre des grands martyrs des débuts du christianisme, c'est juste les débuts, puisque à partir du IVe siècle, le christianisme va devenir la seule religion permise de tout l'Empire, à l'exclusion de toutes les autres, et toutes les autres religions seront persécutées, alors que le christianisme, les Romains avaient été plutôt très pragmatiques en matière de religion. Mais néanmoins, dans la construction de l'épopée chrétienne, cette idée des martyrs va être effectivement dominante, qui réplique, redouble le martyr du Christ. Et donc, une des célèbres martyrs, c'est Sainte Blandine. On veut la faire dévorer par des lions, mais les lions sont extrêmement conciliants avec elle et refusent de la dévorer. Donc on l'enferme dans un filet et on la fait charger par des taureaux furieux qui vont évidemment la tuer. Donc vous avez là encore, comme par hasard, sur un point central de représentation, le lion et le taureau. Et l'église Sainte-Blandine à Lyon, vous avez de nouveau la sainte en question avec les lions qui sont à ses pieds. Alors c'est sans doute pas ce que l'art chrétien du XIXe siècle a pu faire de plus réussi, mais en tout cas ça montre toujours cette centralité de ces animaux. J'ai pas parlé du dragon parce que j'ai pas trouvé grand-chose comme référence. Je vais y revenir juste à la fin. Mais par exemple, il y a Sainte-Marthe sur les bords du Rhône, où la région là, qui est ravagée par un monstre très dangereux, la Tarasque, qui est l'origine mythique de la ville de Tarascon, et Sainte-Marthe, toute seule, réussira à calmer la Tarasque qui se mettra à ses genoux, mais ça finira pas très bien non plus, mais dans l'autre sens, parce que lâchement, les habitants de la région, fâchés quand même des ravages de la Tarasque, ont profité pour la tuer, alors qu'elle était implorante et pleurante aux pieds de Sainte-Marthe. Il y a un certain nombre de figurations sur les chapiteaux chrétiens, mais je ne vais pas non plus m'en faire l'exégèse, mais qui représentent justement la relation entre femmes et animaux sauvages qui va se poursuivre dans les périodes antérieures. Postérieures, je veux dire. Un épisode célèbre de nos rois de France, Pépin le Bref, donc le père de Charlemagne, qui, comme son nom l'indiquait, était de petite taille, pour montrer sa force, va affronter un lion
qui lui est un taureau, donc un auroch apparemment, donc les deux s'affrontant, et lui tranchant la tête du lion d'un seul coup de sabre et tuant, pendant qu'il y était, le taureau. Ouais, une autre représentation. Donc, dans un mythe fondateur de ce que va être la dynastie carolingienne, on a cet affrontement entre le roi, le lion et le taureau. Et si on continue un tout petit peu pour arriver jusqu'à nos jours, pendant qu'on y est, bon, je signale au passage que sur les signes du zodiaque, il y a un lion et un taureau, mais il y a aussi d'autres animaux, et c'est juste pour montrer le zodiaque actuel tel qu'il est dans les magazines, avec un certain succès en général, et sur les radios, voire les télévisions. Je m'aventurerai pas sur la longue histoire du zodiaque qui, notamment, plonge ses racines du côté de la Mésopotamie. Donc dans les spectacles qui sont censés être les plus forts du cirque, c'est effectivement les bêtes fauves et les lions, et le dompteur qui doit prouver sa valeur. Et autre spectacle fort et évidemment extrêmement débattu, qui est la corrida qui, sous sa forme actuelle, ne remonte qu'au XIXe siècle, quand on parle de tradition ancestrale, et qui commence au XVIe, XVIIe, d'abord par des nobles qui affrontent les taureaux à cheval. Ici, c'est le Cid qui est censé être représenté. Et les corridas qui peuvent mal finir, comme la scène du puits ici, une sorte de rappel sans néanmoins homothétie particulière, mais qui peuvent montrer une sorte de continuité sinon des traditions, du moins des représentations. Alors, j'ai peu parlé du dragon à part de la tarasque, parce que j'ai peu trouvé de figuration, mais Pascal en a sans doute d'autres en tête. Je vous signale simplement des travaux qui ont été faits par deux spécialistes de mythologie, Julien Duy, qui travaille souvent aussi avec Jean-Loïc Lequelec, qui travaille actuellement sur ce qu'ils appellent des arbres phylogéniques. Donc il y a des arbres qui permettent de classer les mythes les uns par rapport à l'origine, des arbres qui permettent de classer les espèces biologiques les unes par rapport aux autres en fonction de leurs caractéristiques. Donc ils ont utilisé ça, eux et d'autres, pour classer cette fois les mythes. On caractérisait un mythe par un certain nombre d'actions, de traits, de personnages, et puis en fonction de leur plus ou moins grande proximité, on essaie de les mettre en arbre. Donc il a trouvé sur l'ensemble des mythologies du monde, notamment un mythe du combat contre le dragon, et il essaie de les organiser comme ça, comme vous pouvez le voir ici, suivant leur région. C'est un mythe très général, puisque vous avez ici l'Australie, l'Afrique du Sud, aussi bien la Kabylie, l'Égypte, etc., et de montrer qu'il peut y avoir, si ces méthodes de construction d'arbres fonctionnent, qu'il peut y avoir des mythes originaux qui ensuite vont progressivement se dédoubler. Donc c'est surtout ça que j'ai trouvé sur cette question du dragon, qui est une sorte de reptile particulier. Et juste pour en terminer, si on cherche ailleurs, cette association là, donc entre Ishtar, des déesses de l'amour et de la guerre, on peut trouver ces thèmes dans d'autres régions du monde, comme en Inde avec Kali, qui est déesse de la guerre et de la destruction. C'est pour ça qu'elle a tous ces bras qui lui permettent de brandir toutes sortes d'armes. Et la scène la plus célèbre attachée à Kali, c'est qu'elle a tué un méchant démon ici, dont elle porte la tête,
mais par mégarde, elle marche sur Shiva endormi, et donc elle a honte à ce moment-là, et l'expression de sa honte, c'est de tirer la langue. Donc il y a beaucoup de représentations de Kali de cette manière, et Kali ou son avatar, puisque les dieux de l'hindouisme peuvent avoir toutes sortes d'avatars, donc Durga est également associé au lion, c'est son animal principal. Donc on retrouve cette association entre la féminité et la sauvagerie dans beaucoup de régions du monde. Donc il est difficile, après, si on allait du côté de la psychanalyse ou des mythes, je sortirais de mon domaine de compétences, mais c'est quand même frappant qu'on ait cette espèce de constante depuis les premiers temps de l'humanité dans les représentations paléolithiques, et qu'on les trouve ensuite au néolithique, puis dans les grandes religions orientales, où là on a plus de certitude puisqu'on a le mode d'emploi. Ils ont bien voulu nous laisser des textes explicatifs, et qu'on a également dans d'autres régions du monde que celle du Proche-Orient et de l'Europe. Voilà, j'espère avoir à peu près rempli mon contrat étant donné la difficulté de ce qui m'était demandé, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce très vaste tableau qui a permis de parcourir à la fois des époques et des territoires extrêmement différents. Si on pourrait du coup ouvrir chacun des mini-chapitres que vous avez proposés et reposer des questions à partir de ces mini-chapitres. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle sur tel ou tel aspect, ou sur la manière d'envisager ces successions et ces générations d'images et de représentations successives, et de croyances aussi. Tout le monde est convaincu? Bonjour. Le néolithique de la façade occidentale ne reprend pas ce thème du taureau et de la femme. Et par contre, il y a des choses qui sont assez étonnantes sur cette façade atlantique. C'est l'érection des mégalithes. Alors, voilà, donc l'absence de représentation dans le néolithique occidental du taureau et de la femme. Non, pas de la femme, mais du taureau, de l'animal. Et voilà. Et comment expliquez-vous les mégalithes, l'érection des mégalithes en façade atlantique? Est-ce que c'est le fait qu'après une très longue migration qui s'arrête, est-ce que c'est marqué la fin de la migration? Bon, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec Ishtar, etc., mais c'est une question que je pose. Voilà. L'érection des mégalithes, elle n'est pas... on peut la mettre directement en rapport, comme vous venez de le dire, avec la fin de la colonisation néolithique de l'Europe. C'est-à-dire on arrive à l'Atlantique et là on ne peut pas aller plus loin. Et jusqu'à Christophe Colomb, on ne pourra pas aller plus loin. Donc la pression va être très forte parce que la démographie continue à monter. Donc les mégalithes, on les interprète en général justement comme des marqueurs de territoire. On ne peut pas aller plus loin. On élève ces monuments pour justement pour prouver que, puisque c'est des monuments funéraires, que nos ancêtres sont là. Et d'une part, et deuxièmement, c'est effectivement au moment où on arrive à l'Atlantique que partout en Europe, on voit apparaître les premières sociétés hiérarchisées. Et donc, c'est les tombeaux des gens les plus dominants, ces mégalithes. Alors, j'avais montré cette statue de taureau là, qui est en Normandie. Donc, on est déjà relativement, pratiquement à l'Atlantique, et elle date des environs de 4800 à peu près, avant 4900.
1200 avant notre ère. Sur les mégalithes proprement dit, il y a des représentations de taureaux, notamment le fameux grand menhir qui a été cassé en 3 et dont une partie se sert de dalle de couverture à Gavrinis, dans l'île de Gavrinis, dans le golfe du Morbihan, et une autre partie sert de couverture à la table des marchands, le dolmen de la table des marchands à Locmariaquer. Et les deux portent, même si la scène a été coupée, les deux portent des figurations de taureaux. Donc le thème existe toujours à cette époque-là dans la tradition néolithique. Les représentations féminines sont effectivement commencent à être rarissimes à cette période, mais c'est aussi le moment, comme je le disais, où on va basculer progressivement vers des nouvelles représentations qui sont le chef, le mâle en armes. Donc voilà ce qu'on peut dire, sur effectivement ce changement de représentation. Il y a de toute façon, comme je disais, un appauvrissement progressif des représentations plus on va vers l'ouest, et par ailleurs un basculement. Donc on se situe à ce moment-là dans les mégalithes, mais les représentations de taureaux existent encore. Bonjour. Je voudrais savoir si les taureaux et les lions étaient présents dans la mythologie babylonienne. Est-ce que c'était des divinités? Est-ce qu'ils appartenaient au panthéon des dieux? Ou est-ce que la multiplicité de ces figurations de taureaux et de lions est plutôt liée à une symbolique de fertilité, de pouvoir, de puissance, de prospérité? C'est pas moi qui vais vous répondre, c'est Pascal Butterlin. Oui. Oui, je me permets de répondre très brièvement. Ce ne sont pas à proprement parler des divinités, ce sont des animaux tutélaires. Donc en Mésopotamie en particulier, contrairement à l'Égypte qui elle est arrivée à un stade où alors là le zoomorphe est beaucoup plus poussé, où le dieu s'incarne directement dans un faucon ou autre, en Mésopotamie, la représentation anthropomorphique domine très largement la religion. Il n'y a pas d'animal dieu à proprement parler, tout au plus des monstres. Alors là, on ne va pas rentrer dans le débat, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais évidemment, il y a toute la question des hybrides. Mais ces hybrides sont essentiellement des génies protecteurs, quand ils arrivent, ou des génies qui ont été, ou alors des démons qui ont été maîtrisés, comme c'est le cas justement du démon Tiamat. Mais la plupart de ces animaux, que ce soit donc le taureau, le lion, puis le dragon, dont on a un petit peu parlé aussi, sont des animaux tutélaires, d'abord et avant tout. Certains peuvent avoir été maîtrisés. Il y a un cas fameux, c'est le monstre sumérien, c'est le monstre Anzu. C'est l'aigle léontocéphale. Et lui, c'est un animal qui a été maîtrisé par le dieu Ninurta. Donc il y a une thématique là justement du combat contre l'animal, mais le dieu, sous forme humaine, va triompher de l'animal qui l'enchaîne par la suite dans son temple et qui devient son animal tutélaire. C'est-à-dire il y a la domination de l'animal par une vision anthropomorphe de la divinité. Ça, c'est crucial pour la Mésopotamie. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je reviens justement sur la représentation des animaux à l'origine. L'ethnologie nous montre que les chasseurs-cueilleurs, en général, se pensent comme une espèce animale parmi d'autres et non pas dominante, et que souvent ces sociétés sont organisées en clans dont chacun a un animal totem qui est l'ancêtre mythique, et on tue pas comme ça n'importe comment. On demande l'autorisation à des entités surnaturelles, on remercie quand on a chassé, donc on se pense comme une espèce animale, pas la plus forte, et à travers, et on se pense à travers les animaux. Donc les choses vont changer effectivement avec le néolithique, avec cette idée de domination de la nature là, qu'a mis en relief Jacques Cauvin. Là, les figurations que j'ai montrées autour de Göbekli et de Çatalhöyük
Leduc, c'est le moment de basculement où on a encore un peu une idéologie de chasseur-cueilleur, mais où on est passé vers le néolithique, mais où les animaux sauvages vont garder un rôle important, puisque, pour reprendre les évangélistes, c'est Luc et Marc, il s'agit encore d'animaux sauvages. Donc il y a ce basculement où effectivement après les dieux, mais c'est pas pareil en Égypte et en Mésopotamie, mais les dieux sont au-dessus et puis ils ont des animaux avec eux qui les... Pour dire sur ce que dit Jean-Paul à propos des emblèmes, dans l'armée néo-assyrienne, par exemple, les régiments de l'armée ont le nom. Les grands régiments des troupes fixes ont leur emblème. Par exemple, celui du dieu Hadad, et elles défilent avec les grands emblèmes, comme plus tard dans d'autres armées, etc. Et là, vous avez les emblèmes. Par exemple, il y a le régiment d'Hadad, il aura son taureau comme emblème. Et on fiche l'emblème du taureau quand on réalise le grand sacrifice après avoir anéanti l'ennemi. Ça, c'est le principe de base, c'est classique. Cette emblématique, elle est restée très forte, y compris dans les sociétés les plus développées par la suite. Oui, ben, on reste autour des animaux. Je voudrais savoir d'où vient l'image du dragon avec cette silhouette commune, que ce soit Tarascon, Saint-Michel, la Chine. D'où ça vient, puisque le lion et le taureau étaient quand même bien concrets. Voilà. Il n'y a pas de dragon, à ma connaissance, au paléolithique et au néolithique. Ces animaux composites interviennent à ce moment-là. Donc je repasse encore lâchement la parole à Pascal. Les animaux composites, là, il s'agit du composite, c'est le serpent ailé, c'est toute la thématique, y compris celui de Marduk. Je vous en ai amené un d'ailleurs, attendez, je vais vous voir. Il est là. Où est-ce qu'il est? Comment? Il est comment? Le voilà, c'est celui-là. Là. Vous le voyez, il est là. Ça, c'est ce qu'on vous vend au musée de Berlin. Si vous avez envie de l'acheter, vous avez là l'animal composite avec ses. Alors le dragon de Marduk, il est particulier parce qu'il n'a pas les ailes, mais il a les serres de l'oiseau, si vous voulez. Donc il est composite quand même. Alors après, vous avez toute une série de divinités en Mésopotamie centrale en particulier qui sont effectivement des composites animales. Serpent, oiseau. Ça, c'est une composite. Alors l'origine, là, elle est très discutée. Bon, vous avez aussi le Tishpak à Ejnouna. Quel est le lien avec l'Iran? C'est une autre question qui est constamment évoquée, parce que là, on a toute la thématique du combat de l'oiseau et du serpent. Il y a toute une série de questions qui sont loin d'être résolues. Ces animaux composites, ils apparaissent très nettement à la fin du 4e millénaire avant notre ère. Là, il y a quelque chose à faire sur la naissance de l'État et de ces animaux composites. Il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai qu'au départ, c'est le lion ailé. C'est un autre animal fabuleux, c'est Anzu, qui domine très largement, qui est la figure de la souveraineté au 3e millénaire. Le dragon, il vient plus tard avec la théologie de Mésopotamie centrale, c'est-à-dire Eshnouna, Tishpak, puis surtout, bien entendu, celui de la théologie de Marduk. C'est là que ça se construit. C'est-à-dire on passe du lion ailé, qui reste présent d'ailleurs, y compris dans les génies néo-assyriens, puisque vous le savez, ils sont composites. Alors là, c'est le composite vous avez les ailes, le taureau et le lion. Vous avez des animaux tripartites quasiment dans les taureaux ailés ou les animaux néo-assyriens. Et le dragon reste sa spécificité effectivement de Babylone. Alors après, je pensais aux représentations justement. Là, une des questions classiques, c'est le lien dans l'image de Babylone notamment, c'est l'image de la bête en particulier. Et une des postérités certainement de l'image du dragon, c'est la bête dans l'Apocalypse, très clairement, et les figurations qu'on fait plus tard de la bête de l'Apocalypse. C'est-à-dire que dans l'imaginaire occidental, le dragon, il ne va pas, à travers justement cette figuration du symbole de Babylone, et là vous le retrouvez dans toute la tradition médiévale, lui c'est plutôt l'image de tout ce qui est excessif, c'est-à-dire de l'image que la tradition judaïque a construite d'une Babylone idolâtre, etc., corrompue, et les autres éléments de ce genre. C'est ça cette tradition-là. Bon, en dehors de Saint-Georges et toutes les questions liées à la maîtrise du dragon, c'est encore une autre affaire. Alors qu'en Chine, le dragon, au contraire, est un animal bénéfique, l'année du dragon. Comme à Babylone, c'est l'animal du pouvoir. Oui. Alors ça, le dragon chinois, on ne hasarderait pas à vous faire des commentaires sur ses origines possibles ou non, et d'où elles sortent, etc. Et les liens, il y a aussi toute la question là, des steppes. Et là, je n'entre pas, et du rôle que jouent ces animaux dans l'art des steppes. C'est encore une autre thématique, mais alors là, ça dépasse mes compétences en tout cas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons pour d'autres conférences cet après-midi à partir de 14h avec une conférence d'Ariane Thomas du Musée du Louvre pour ouvrir l'après-midi. Cela dit, il y a d'autres activités qui se passent sur l'ensemble de la Galerie Colbert aujourd'hui. Et puis demain, je vous rappelle, en salle Labrousse, sur le site Richelieu, toujours accompagné par des jeunes étudiants de l'école du Louvre qui peuvent répondre à vos questions. Alors pas tellement sur les dragons, les taureaux et les lions, à ma connaissance, mais plutôt sur les questions patrimoniales et de la Galerie Colbert et de Labrousse. Merci beaucoup.